Un jour ensoleillé de novembre, je me tenais dans mon allée en train de laver ma Ford Mustang Bullitt de 2008. Il y a des gars qui aiment se détendre en jouant au golf, et il y en a qui aiment juste faire la sieste. Mais moi, je lavais ma voiture, me détendais, laissant mon esprit trouver les réponses à mes problèmes. Je vivais sur du temps emprunté et je le savais. Étrangement, ce que je croyais savoir et ce qui allait se passer étaient deux choses différentes. Selon les prévisions du météorologue, le temps chaud que nous avons connu en fin d'automne pourrait durer encore une semaine ou deux. Cela me donnera au moins 7 à 14 jours supplémentaires pour profiter de ma Bullitt. Ensuite, je devrais la ranger pour l'hiver et conduire mon Jeep. J'avais tous mes produits Turtle Wax préférés disposés dans le chariot et j'étais sur le point de terminer l'intérieur pour ensuite m'attaquer à l'extérieur quand soudainement, une voiture en mauvais état est descendue dans ma rue et s'est arrêtée devant chez moi. J'ai reconnu le conducteur, ou du moins la personne derrière le volant. C'était la mère de ma femme, Judy. Elle est sortie de la voiture, l'a laissée en biais au milieu de la rue, et a couru dans mon allée. En s'approchant, j'ai remarqué des larmes dans ses yeux et elle s'est précipitée vers moi. Elle a enfoui sa tête dans ma poitrine et s'est mise à pleurer fort. « Allez, Judy, ai-je dit doucement. Rentrons à l'intérieur et tu pourras tout nous raconter. » Je l'ai conduite dans la maison et l'ai installée à la table de la cuisine. « Il est tellement con, » pleurait-elle. « Judy, aimerais-tu quelque chose à boire ?» ai-je demandé. « Veux-tu du thé ?» a-t-elle demandé entre deux sanglots. J'ai acquiescé, lui ai apporté une tasse et lui ai préparé du thé. « Judy, donne-moi tes clés pour que je puisse déplacer ta voiture de la rue avant qu'elle ne se fasse percuter, ai-je dit. Elle m'a tendu les clés et je l'ai portée dans le salon où elle serait plus à l'aise. J'ai appelé ma femme Penny à descendre. Je suis sorti par la porte arrière et ai déplacé la corde de Judy dans l'allée derrière ma Mustang, mais pas trop près. Je ne voulais pas que la voiture se fâche contre moi. Quand je suis revenu à la cuisine, le thé était prêt, je l'ai apporté avec le plateau de sucre, de lait et une grosse part de gâteau au chocolat que Judy avait elle-même apporté la veille dans le salon. J'ai placé le plateau devant Judy. « Merci, Donnie », sanglotait Judy. « Penny, tu as tellement de chance de l'avoir. Tu ne devras probablement plus jamais t'inquiéter que ton mari te trompe, a-t-elle dit. J'étais choqué. Je ne pouvais pas croire qu'Ed, le père de Penny, puisse tromper Judy. J'ai commencé à m'éloigner, mais Judy m'a attrapé la main. « Donnie, tu fais partie de notre famille aussi, » a-t-elle dit. « Et je veux te parler. »« D'accord. Judy, ai-je dit. »« Pourquoi ?» m'a-t-elle demandé. « Pourquoi fait-il ça ? Qu'est-ce qu'il fait ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce qui pousse les hommes à tromper ?» a-t-elle demandé. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. « Maman, quand j'étais à l'université, nous avons appris que les hommes sont génétiquement prédisposés à répandre leurs semences auprès du plus grand nombre possible de femelles fertiles consentantes. Peut-être que la prédisposition de papa est abondante, ou peut-être que ce n'est pas de sa faute. Les hommes naissent ainsi, et peut-être que certaines femmes aussi. La société rit même et détourne le regard quand les hommes agissent de cette façon. Ils disent qu'il est viril ou un séducteur, et quand une femme le fait, elle est une salope, a dit Penny. Je ne parle pas des hommes en général, a dit Judy. Je parle de ton père, qui a juré d'être fidèle envers moi et de m'aimer, et pourtant il continue. Maman, tu sais que papa t'aime, a interrompu Penny. Il t'aime plus que tout au monde, mais il a juste besoin de répandre sa semence. Tu ne peux pas lutter contre la nature. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de travailler avec elle. Quand il m'a épousé, il a promis de mettre mes besoins dans notre mariage au-dessus de la nature, a dit Judy. Le son de la sonnette mit fin à la conversation, du moins pour le moment. Je m'en occuperai moi-même, ai-je dit, content de pouvoir me changer les idées de cette situation douloureuse et émotionnellement intense. Ce n'est pas que je m'en fichais. J'appréciais les deux parents de Penny, mais tout ce que je voulais, c'était laver la voiture. En ouvrant la porte, je me suis retrouvé face à face avec le père de Penny, Ed. Il avait l'air d'un chien maltraité. Ed était trapu et massif, avec une calvitie à l'arrière de la tête, et apparemment le seul sourcil qui parvenait à planer au-dessus de son front. Pourquoi un type qui lui ressemblait serait même avec Judy, encore moins l'épouser, était un sujet qu'il valait mieux laisser entre les mains des auteurs de science-fiction, car cela n'avait aucun sens. Mais que ce même gars la trompe est encore moins compréhensible. « Salut, Don », a-t-il dit doucement. J'ai vu la voiture de Judy dans l'allée. Est-elle là ? Ils sont dans le salon,
ai-je dit. J'ai indiqué le chemin, et il est entré lentement. J'ai franchi la porte par laquelle il venait d'entrer et j'ai secoué la tête. J'ai pris le tuyau et j'ai commencé à arroser la voiture pour enlever toute saleté adhérente et les débris du revêtement avant de la mouiller et de la laver. Je venais de me mettre au travail et de dire à la voiture à quel point elle se sentirait bien une fois propre et frottée pour briller à nouveau, quand j'ai entendu un rire derrière moi. Juste au moment où je tournais la tête pour voir qui c'était, 2 bras fins se sont enroulés autour de ma taille. Une mèche de cheveux bruns est tombée sur mon épaule. « Donnie, est-ce que tu m'aimes ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr que je t'aime, Penny. Tu le sais déjà, ai-je dit. J'ai une crise familiale ici, chérie, a-t-elle dit. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu fasses griller des steaks et que tu m'aides à calmer ma mère. Il pourrait vraiment divorcer cette fois-ci. Est-ce qu'il a déjà fait ça avant ? Ai-je demandé. Plusieurs fois, a dit Penny. Il s'aime tellement, mais il continue. Je peux dire que papa est vraiment déterminé à arrêter cette fois. Il a même suggéré qu'il demande de l'aide. Le reste du temps, il disait qu'il n'avait pas besoin d'un psychiatre qui joue avec sa tête. Mais maintenant, il a enfin réalisé qu'il ne peut probablement pas arrêter seul. Et ma mère sait qu'il l'aime. Peut-être qu'elle devrait faire quelque chose de plus que ça, ai-je dit. Que veux-tu dire ? Penny a demandé. Regarde, chérie, ils sont tous les 2 adultes. Ils sont plus âgés que nous. Ils savent qu'ils doivent assumer la responsabilité de leurs propres actions et des conséquences de leurs choix. Alors peut-être que si ta mère avait refusé de supporter cela il y a longtemps, elle ne serait pas en train de vivre ça maintenant. Et peut-être que si elle l'avait fait, ton père aurait réalisé que s'il continuait, cela finirait par lui coûter cher à la fin. Je ne te comprends pas, ma chérie, dit Penny. D'accord. Je vais le dire simplement, dis-je. Si j'étais ta mère la première fois que je l'aurais surpris en train de tromper, je l'aurais divorcé. J'ai entendu dire que tu as essayé de lui parler de son caractère et tout ça. Mais pour moi, c'est juste des conneries. On aurait dit que tu justifiais ses actions. Et il doit réaliser qu'à chaque fois qu'il sort et fait ça, il risque de perdre sa femme et sa famille. Penny me regarda comme si elle était choquée. Puis elle serra les lèvres et elle tremblait. J'ai réalisé qu'elle entrait dans une réaction de combat, de fuite ou de larmes. Je l'ai vue ne rien dire, puis ses larmes ont commencé à couler. Je l'ai enlacée et lui ai dit de se calmer. Je ferai tout ce qu'elle voulait. Donnie, c'est facile pour toi. Tes parents ne sont pas ceux qui parlent de rupture. Tes parents étaient parfaits. C'est pourquoi tu n'as jamais vécu ça. Je ne veux pas que mes parents se séparent, et je ne veux pas qu'ils passent le reste de leur vie seuls. Quand nous aurons des enfants, je veux qu'ils aient 2 grands-parents qui les aiment, et je veux que nous soyons tous une grande famille heureuse. Je ne veux pas m'inquiéter de ne pas pouvoir inviter un de mes parents à une fête d'anniversaire ou à un barbecue, parce que l'autre ne viendra pas s'ils sont là, se lamente-t-elle. D'accord, ma chérie, dis-je. Je vais aider. Je vais cuisiner les steaks, et tu pourras envoyer ton père me parler pendant que tu parles à ta mère. Peut-être que lorsque la nourriture sera prête, vous pourrez nous rejoindre sur la terrasse et nous pourrons les faire parler. Philosophiquement, je n'étais pas d'accord avec ce que je faisais, mais j'aimais Penny comme les fleurs aiment la pluie. Je pouvais aussi comprendre son besoin d'essayer de maintenir ses parents ensemble. La plupart d'entre nous ne veulent pas voir notre famille se disloquer. Nous attendons de nos parents qu'ils soient des parangons de vertu. Après tout, ce sont eux qui nous ont donné nos exemples du bien et du mal. Même lorsqu'ils échouent, nous avons tendance à passer outre juste pour éviter les ennuis. J'ai donc passé un après-midi désagréable à discuter avec mon beau-père. Nous sommes passés de la discussion sur ma Mustang, pendant laquelle le père de Penny m'a menti, à parler d'autres sports. Le père de Penny m'a dit qu'il avait un ami qui avait une Mustang Bullitt des années 80. Il m'a raconté à quel point elle était plus rapide que celle qu'il fabrique maintenant et comment il l'avait empruntée quelquefois. J'ai simplement hoché la tête et souri. Mais je pensais qu'il racontait des salades car il ne fabriquait pas de Bullitt dans les années 80 ou 90. Et en ce qui concerne la vitesse, la Mustang V6 de 2012 a plus de puissance que les V8 des années 80 et 90 et a une vitesse de pointe plus élevée. De plus, elles ont une meilleure tenue de route et une meilleure économie de carburant. Quoi qu'il en soit, après cela, nous avons parlé de sport et de la meilleure façon de cuisiner le meilleur steak sur le grill. Il me donnait tous ses conseils paternels et essayait de se donner des airs d'expert sur la manière dont je devais laver ma voiture. Alors, peu de temps après l'avoir amadoué,
J'ai laissé tomber le masque. Alors, qu'est-ce qui se passe entre toi et Judy, ai-je demandé. Il avait l'air comme si je venais de le frapper en plein visage. Puis il a craqué et a presque pleuré. Je ne voulais pas lui faire de mal, pleurait-il. Elle n'était pas censée découvrir la vérité. Original, pensais-je. Y a-t-il des trompeurs dans le monde dont les conjoints doivent découvrir la vérité à ce sujet? Et s'il ne voulait pas lui faire de mal, pourquoi diable a-t-il fait la chose qui lui ferait le plus de mal? J'ai dû me retenir pour ne pas lui sauter à la gorge. Je suis resté étonnamment calme et posé, même si je bouillonnais à l'intérieur. Judy ressemblait tellement à sa fille que je l'imaginais lui faire du mal à Penny aussi. Et je ne laisserai personne faire du mal à ma femme. J'avais vraiment envie de foutre ce salaud de tricheur hors de ma propriété. À mon avis, Judy devait divorcer de ce type. C'était un tricheur en série et il recommencerait. Judy serait mieux sans lui. Je pensais à mon père et à mon oncle Steve. Ils étaient tous les deux des gars formidables. Ma mère est décédée il y a quelques années dans un accident de voiture. Et ma tante Millie, la femme de mon oncle Steve, a décidé dans les dernières années de sa vie qu'elle était lesbienne. Papa est décédé 1 an ou 2 après maman, donc il n'était plus avec nous. Mais l'un de ces gars aurait tout donné pour avoir une femme comme Judy dans sa vie. Et ils auraient été meilleurs pour elle que ce sac de merde. Mais je lui ai souri, en y pensant. 1 heure plus tard, Judy et Penny nous ont rejoints sur la terrasse. Nous avons mangé et le repas était agréable. Ed avait perfectionné le jeu du chiot. Il racontait plus de bêtises qu'un troupeau de bétail. Je pense que l'une de mes difficultés est que ces dernières années, je me suis éloigné de l'église, a-t-il dit. J'ai besoin d'une bonne dose de lecture pour me remettre sur le droit chemin. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, m'attendant à le voir frappé par la foudre. Quand cela ne s'est pas produit, j'ai crié « Excusez-moi ». Puis je suis entré dans la maison et descendu au sous-sol. J'ai fermé toutes les portes derrière moi et enfoui mon visage dans un des coussins du canapé. Puis j'ai ri à gorge déployée. Il n'y avait aucune chance que ce salaud ait le courage d'entrer dans une église. Il essayait juste de dire ce qu'il pensait qui le sauverait une fois de plus. Quand j'ai fini de rire, des larmes coulaient toujours sur mes joues et mon visage était rouge. Je suis retourné m'asseoir à table. Penny me regardait bizarrement. L'expression sur le visage d'Ed était claire comme de l'eau de roche. On aurait dit qu'il attendait d'être compté parmi les saints. Judy m'a regardé et je me suis senti comme un idiot. Le regard sur son visage parlait de lui-même. Elle était vraiment en proie à une grande douleur. Elle était sur le point de couper ce connard de sa vie pour toujours. Et elle comptait sur moi et sa fille pour l'aider à prendre la bonne décision. Alors Donnie, tu penses que la thérapie pourrait être une solution? Demanda-t-elle. J'ai regardé Ed, qui m'a fait un signe de tête à peine perceptible. Et j'ai regardé Penny, qui se tenait à côté de lui, essayant de sauver le mariage de ses parents. Elle a aussi hoché la tête presque imperceptiblement. Puis j'ai regardé dans les yeux de Judy. Seulement, il n'y avait pas la moindre trace de tromperie dans ses yeux. Et je l'avais fait. Je l'avais fait pour des raisons purement égoïstes. Le conseil est censé vous aider à résoudre les problèmes de votre mariage, ai-je dit. Si vous trouvez un bon thérapeute, parfois ils vous aideront à voir des choses en vous et dans la relation qui passeraient autrement inaperçues. Ils peuvent vous aider à voir des schémas de comportement qui ne sont pas visibles pour la personne moyenne. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Je l'ai entendu dans un programme sur la thérapie sur la chaîne Science, donc c'était probablement au moins en partie vrai dans certaines situations. Judy m'a regardé dans les yeux et m'a cru. Elle a hoché la tête et a dit « D'accord, nous allons essayer ». Elle a tendu la main à travers la table, a pris la main d'Ed et lui a souri. Penny m'a regardé. Je me sentais comme une merde malmenée. Je suis carnivore. Parfois je ne mange que de la viande et ne mange pas de légumes pour enfoncer plus de steak ou de rôti dans ma gorge. Mais ce jour-là, j'ai failli vomir à cause du steak. Je me sentais mal pour ce que je venais de faire. Je ne veux pas vous interrompre, vous deux tourtereaux, ai-je dit. Mais je dois montrer une dernière chose à Ed concernant ma voiture. Pendant que les dames débarrassaient la table et mettaient la vaisselle dans le lave-vaisselle, j'ai emmené Ed dans mon garage. Et, ta voiture n'est pas dans le garage, a-t-il dit en souriant. Elle est dans l'allée. Je l'ai attrapé par la gorge et l'ai projeté contre le mur du garage avec une telle force que l'horloge accrochée au mur à l'intérieur du garage est tombée et s'est brisée sur le sol en béton. Espèce de salaud, c'est la première et la dernière fois que je mens pour sauver ton sale cul d'infidèle, ai-je souri.
Si tu la trompes encore une fois, tu auras plus qu'un divorce à craindre. Tu comprends? Il a rapidement secoué la tête. Je l'ai à nouveau projeté contre le mur pour insister. Puis nous sommes retournés dans la maison. Il n'en faisait pas des comme ça autrefois, n'est-ce pas Ed? Ai-je demandé en revenant à la cuisine. Cette fois, je souriais. Ed a essayé de faire bonne figure, mais il avait mal à la tête et était sous le choc. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. Penny est sortie du garde-manger et a remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. « Papa, tu as une bosse à l'arrière de la tête », a-t-elle dit. « D'où ça vient? Tu vas bien? » Ah, j'ai ri. Pendant que nous étions dans le garage, cette horloge est tombée du mur et a atterri sur la tête d'Ed. Et sa tête est dure comme de la pierre. Il a fracassé cette maudite horloge. C'est un vieux dur à cuire. Ed a hoché la tête mécaniquement. Nous avons passé une excellente soirée avec Penny ce soir-là. Juste 1 mois et demi plus tard, 3 jours après Noël, je lui tiens la main et passe mon bras autour de Judy alors que nous entrons dans la morgue. Nous avons avancé dans une pièce étonnamment fraîche et nous sommes retrouvés face à un homme qui semblait aussi vivant que les personnes dont il s'occupait. « Je suis désolé pour votre perte », a-t-il souri. Si son sourire était censé être amical ou réconfortant, il a échoué sur les 2 points. Son sourire dans cette situation semblait juste sinistre. Il nous conduisit à une table surélevée. Je remarquai qu'à ce moment-là, Judy et moi aidions Penny alors qu'elle faisait des pas incertains. Lorsque le ministre retira le drap du corps, il le fit avec une habileté que de nombreux magiciens auraient du mal à égaler. J'ai presque cru qu'il allait s'agenouiller et crier « Tada !» À ce moment-là, alors que nous contemplions le corps inerte devant nous, nos réactions changèrent. Penny s'effondra par terre et se mit à sangloter. Judy hocha la tête et se détourna. Je fus pris de stupeur, mon esprit parcourant des centaines de pensées ridicules par seconde. En regardant le corps autrefois connu sous le nom d'Ed, je fus d'abord frappé par sa propreté. Puis mon cerveau se réveilla et me rappela qu'ils avaient probablement nettoyé le corps pour l'autopsie qu'ils allaient bientôt pratiquer. Je me demandais combien coûtait une autopsie. Je comptais au moins 8 ou 9 blessures. « Pouvez-vous identifier le défunt ?» demanda le ministre. Judy et Penny hochèrent tristement la tête. « Avez-vous une question ?» demanda le gardien de la crypte. « Non, » dis-je, réalisant à quel point ma pensée avait été stupide. « Encore une fois, je suis désolé pour votre perte. »« Passez une bonne journée, » dit-il en s'éloignant. Judy et moi prîmes les mains de Penny et la conduisîmes vers la sortie de la morgue. Le détective qui nous y avait conduits était dans la salle d'attente. Il mit son chapeau sur sa tête et s'approcha de nous. « Le défunt était donc votre mari ?» demanda-t-il à Judy. Elle hocha la tête et serra fortement ma main. Quand il n'est pas rentré du travail hier soir, je me suis inquiété. Ed fait beaucoup de choses, mais il appelle toujours pour me tenir au courant, dit-elle. Il nous fit asseoir autour de sa table et demanda si nous voulions du café ou quelque chose à boire. Je regardai la cafetière rance et dis « Non, merci ». « Que lui est-il arrivé ?» demanda Penny. « Je ne peux pas révéler de détails spécifiques sur l'enquête en cours, commença-t-il. Mais bon, ça sera quand même dans les journaux d'ici à ce que vous rentriez chez vous. Votre mari, ou votre père, jeune fille, a été retrouvé au motel Sly Easy sur l'avenue Sycamore. Une femme hystérique était également sur les lieux. Il nous a fallu la majeure partie de la nuit pour la calmer suffisamment et obtenir des informations cohérentes. Apparemment, elle et votre père ont passé la nuit ensemble dans ce motel et ont été découverts par son mari. Il a enfoncé la porte et les a trouvés ensemble. Il a gardé la dernière balle pour lui. Vous feriez mieux de retourner à la morgue et de lui dire au revoir, dit doucement Judy. Madame, je demanderai au coroner de ne pas abîmer son visage, dit le détective. Ce ne sera pas nécessaire, répondit Judy. Oh, ce n'est pas un problème, dit le détective. Nous le faisons tout le temps et il n'y a rien à enquêter dans ce cas. Nous avons une vidéo qui montre l'homme en train d'enfoncer la porte. Votre mari était déjà parti et il n'y a aucun moyen pour la femme de se déplacer dans la pièce sans laisser de traces. Détective, dit Judy d'un ton glacial. Je veux dire que ce n'est pas nécessaire, je me fiche de l'endroit où il sera enterré. Judy se leva et je me levai avec elle. Penny regarda sa mère. Elle est bouleversée, dit Penny au détective, qui hocha simplement la tête. Dès que nous nous sommes éloignés du bureau du détective,
La détermination de Judy affaiblit et elle s'est mise à pleurer, posant sa tête sur mon épaule. Je les ai ramenés tous les deux chez eux et j'ai essayé de les mettre à l'aise. Tout au long de cette journée, des gens qui avaient appris la mort d'Ed sont passés pour présenter leurs condoléances. Ma voisine Tania est arrivée avec un plateau de délices. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. J'ai haussé les épaules. « Ça va, ma belle, nous sommes amis, dit-elle. Je sais que tu passais beaucoup de temps avec le vieux. Je le voyais souvent quand il venait rendre visite. Il te parlait pendant que tu dorlotais la reine du quartier. Tania, bien sûr, parlait de ma Mustang. Elle me disait toujours que si son mari Rick passait autant de temps avec elle que moi avec ma voiture, elle serait une fille heureuse. En fait, Tania, j'ai commencé. Puis j'ai baissé la voix pour que personne d'autre ne puisse nous entendre. Je ne supportais pas ce vieux salaud. C'était un tricheur en série. C'était dans sa nature de tromper. On ne peut pas lutter contre la nature, rit-elle. Et Judy est tellement gentille, continuai-je. Je ne sais pas comment elle a pu le supporter si longtemps. Après avoir surmonté sa mort, elle sera mieux sans lui. Tu dérailles, rit-elle. Les femmes ne sont pas comme ça, surtout sa génération. Il était son premier amant, son premier mari, son premier tout. Pourquoi crois-tu qu'elle lui pardonnait? Elle l'aimait, idiot. Elle ne pouvait pas s'imaginer avec quelqu'un d'autre. Ils sont comme des aimants. Ils sont tellement attirés l'un par l'autre. Sans lui, elle serait perdue. Tania se trompait sur plusieurs points. Au fil des semaines, la colère de Judy envers Ed ne faiblissait pas. Au début, elle refusait même d'assister à ses funérailles. Je l'ai convaincue d'y aller pour Penny. Finalement, Penny s'est fâchée contre sa mère et contre moi. Je lui ai dit que je ne voulais pas parler aux funérailles de son père. Elle a probablement pensé que j'étais juste nerveux à l'idée de parler en public. Mais en vérité, je ne pouvais pas trouver un seul bon mot à dire sur le type. Un de ses meilleurs amis a fini par tout dire. Ses paroles étaient mémorables. Nous sommes tous ici pour dire au revoir à Ed Bauer. Eh bien, Eddie était, il était Ed. Vous auriez dû le connaître. Même son meilleur ami, qu'il avait connu pendant 45 de ses 50 ans de vie, n'a pas pu trouver un seul bon mot à dire sur lui. Après les funérailles, Judy s'est battue pour sa vie. Elle est devenue de plus en plus une partie de nous. Certaines choses étaient tout simplement insupportables pour elle. Si nous regardions une émission de télévision et qu'un homme trompait sa femme, Judy devenait folle. Penny et moi avons passé beaucoup de temps à discuter de ce que nous pourrions faire pour elle. Penny semblait avoir surmonté assez facilement la mort de son père. Nous avons juste continué. Après tout, ce n'était pas comme si nous le voyions tous les jours. C'était environ 3 mois après sa mort, et nous nous sommes retrouvés avec des amis et des proches. Nous pensions être malins. Nous avons invité à peu près tous les hommes célibataires du groupe d'âge de Judy que nous pouvions penser. À 43 ans, Judy n'était pas vieille et semblait pouvoir être la sœur de Penny, pas sa mère. Ce n'étaient pas les gars qui posaient problème. Ils étaient tous autour d'elle. Le problème, c'était Judy. Elle était douce, gentille, mais elle était un spectacle à elle toute seule. Elle ne savait pas comment flirter ou se comporter à la salle de sport. Bon sang, quand elle a eu 18 ans et que ses parents lui ont donné la permission de commencer à fréquenter, Ed, qui avait 25 ans et avait déjà été marié 2 fois, l'a séduite, lui a pris sa virginité, l'a mise enceinte et l'a épousée. Ed était le seul homme avec qui elle avait jamais eu une relation. Judy ne connaissait tout simplement pas les règles du jeu ni le jeu lui-même d'ailleurs. Cette première fois, nous n'attendions rien. Nous pensions devoir organiser régulièrement ces petites rencontres avant de connaître le succès. Le problème a commencé après la fête. Alors que nous rangions, j'ai remarqué le téléphone portable de Penny sur le comptoir. En m'approchant du comptoir, il a émis un bip. Ce son signifiait qu'elle avait un message. Je pensais que c'était un message de sa mère nous remerciant de l'avoir invitée à la fête. J'ai allumé mon téléphone et j'ai été choqué en lisant le message. J'ai parcouru ses messages et j'ai même localisé l'endroit. Penny envoyait des messages à un gars et sortait avec lui. J'étais sous le choc. Pendant longtemps, je suis resté là à fixer son téléphone. J'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait ou était même possible. Penny et moi passions beaucoup de temps ensemble. Quand trouvait-elle le temps de s'amuser avec quelqu'un d'autre? En fait, c'est pour cela que j'ai aidé au nettoyage. Nos esprits sont des endroits très trompeurs.
Parce que, alors que je restais là en tenant ce petit morceau de plastique, de verre et d'électronique que je lui avais acheté, j'ai ressenti un malaise. Je me sentais aussi vraiment stupide car elle m'avait donné tous les indices. Quand son père s'est fait prendre, Penny prenait toujours sa défense. La plupart des femmes ne seraient pas aussi rapides à défendre un tricheur, même si c'était leur propre père. Penny, en revanche, le défendait vigoureusement. Je n'avais même pas envisagé qu'elle avait peut-être ses raisons. Quand elle le défendait, elle jurait toujours avec véhémence que son père aimait sa mère. C'était juste dans sa nature de tromper. Peut-être était-ce un cas de tel père, telle fille. Après tout, on ne peut pas aller contre la nature. Je suppose qu'on attendait de moi que je réagisse comme l'avait fait Judy et que j'accepte simplement. Judy était très attachée à l'enfoiré. Elle avait aussi sa propre nature. Elle était aimante et pardonnait. Peut-être est-ce pour cela qu'elle lui pardonnait encore et encore jusqu'au bout. Peut-être que c'était là toute sa colère envers lui. Peut-être était-elle en colère non pas parce qu'il s'était fait prendre à tricher à nouveau, mais parce que sa mort lui avait ôté l'occasion de lui pardonner à nouveau. Quelqu'un ne fait pas sa part de nettoyage, sourit Penny. Mais ce n'est pas grave. J'ai assez fait pour nous deux. Pourquoi ne pas aller au boudoir? Chérie, j'ai vraiment besoin d'ajuster les freins, dis-je. J'ai observé sa réaction en disant cela. Son visage montrait des signes de tristesse, de frustration et de colère. Ça va prendre combien de temps? Demanda-t-elle. Si je les fais tous, ça me prendra presque toute la nuit, dis-je. Pouvons-nous le faire une autre fois? Peut-on le faire demain soir? Elle m'a regardé d'un air étrange. Et puis des pensées différentes m'ont visité. Peut-être que j'ai prévu autre chose pour demain, sourit-elle. Après tout, ce n'est pas comme si on faisait quelque chose presque tous les soirs. Peut-être que demain serait mon tour. La pensée de ce qu'elle venait de dire m'a mis en colère. Donc, elle pensait qu'il y avait une possibilité que je l'ai sauté après qu'elle ait été avec un autre gars. Je me demandais depuis combien de temps cela durait. Tout ce que je savais, c'est que c'était fini à ce stade. Chérie, j'adorerais que tu ne fasses pas les freins et que tu viennes juste te coucher avec moi, dit-elle. Chérie, j'adorerais que tu me laisses faire les freins car j'ai passé toute la journée à faire griller et à divertir des gens lors d'une fête pour ta mère, pour toi, ai-je répondu. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais les freins plus tard, dit-elle. Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais faire les freins, ai-je ajouté. Qu'est-ce qui ne va pas, Denis? Demanda-t-elle. D'habitude, tu me prends du moment où nous nous réveillons jusqu'à la dernière seconde où nous ouvrons les yeux. Et aujourd'hui, tu ne veux pas ça. Tu sais combien de femmes ici m'ont dit à quel point j'ai de la chance de t'avoir? Même Tania m'a dit ce qu'elle te ferait si je n'étais pas là. Alors j'ai très envie de faire un peu de ça maintenant. Ce sera toujours possible demain, ai-je dit. Et sur ces mots, je l'ai laissé immobile. D'accord, m'a-t-elle appelé à travers la porte. Et connaissant Penny aussi bien que je la connaissais, j'ai réalisé de quoi il s'agissait. La raison pour laquelle elle était si désespérée d'avoir des relations sexuelles avec moi ce soir était parce que nous n'allions pas en avoir demain. Elle allait faire semblant d'être fatiguée ou quelque chose du genre, mais en réalité, elle était sûre de ne pas vouloir avoir de relations sexuelles avec moi après s'être amusée avec l'homme qu'elle avait rencontré à l'hôtel. Peut-être que je tirais des conclusions hâtives. Je ne savais pas comment gérer cela jusqu'à ce que cela se produise. Peut-être qu'autre chose se passait. J'ai été rappelé à une émission de télévision où une femme sortait à plusieurs reprises avec un gars et son mari, qui était follement jaloux, l'a découvert. Le mari était chauffeur de camion-citerne. Et il était tellement préoccupé par ce que sa femme faisait qu'il est rentré chez lui en plein travail pour la vérifier. Il a vu une nouvelle Mustang décapotable dans l'allée et a vu un gars entrer dans sa maison. Il a reculé le camion-citerne et a déversé toute la charge de ciment dans la décapotable, vérifiant la voiture. Il s'est avéré que sa femme ne le trompait pas. Elle avait contracté un prêt sur la Mustang comme cadeau et il l'avait détruite. Elle a fini par divorcer de lui. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis réveillé et Penny m'a préparé le petit déjeuner. Je suis désolé, ai-je dit. Je t'aime, Pen. Qu'est-ce qui te prend ce matin? Demanda-t-elle, souriante. Je voulais juste que tu saches à quel point je tiens à toi, ai-je dit. Je me sentais mal. J'avais l'impression que c'était ma dernière chance de la convaincre de ne pas faire quelque chose dont nous regretterions tous les deux. En même temps, si rien ne s'était passé et que j'avais tout mal interprété, je n'aurais pas ressenti autant de culpabilité.
Je suis allé travailler et une fois là-bas, je me suis plongé dans mes tâches matinales. À 9h30, j'étais en avance sur mon planning et il ne me restait presque plus rien à faire. J'ai travaillé quelques heures de plus et je suis parti à 11h30. Juste au moment où je quittais le bâtiment, j'ai reçu un appel de Penny. « Salut, chérie », a-t-elle dit. « Aimerais-tu déjeuner avec ta femme ?»« J'adorerais », ai-je dit en souriant. « Veux-tu qu'on se retrouve à la maison ou au restaurant ?» J'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais tellement content d'avoir tiré la mauvaise conclusion. « Attends, chérie, j'ai un autre appel », a-t-elle dit. Quelques secondes plus tard, elle est revenue. « Denis, pouvons-nous déjeuner demain ? Maman a besoin de parler », a-t-elle dit. « Je serai probablement occupée », ai-je dit avant de raccrocher. J'ai appelé Judy. « Salut », ai-je dit. « Comment se passe ta journée ? » Encore mieux après avoir parlé à mon gendre préféré, a-t-elle dit en souriant. « Tu es mon seul gendre », ai-je répliqué. « Mais tu es quand même mon préféré », a-t-elle dit. « As-tu déjà parlé à Penny aujourd'hui, Judy ? Elle va te demander quelque chose. J'espère que tu ne vas pas encore essayer de me caser avec une de tes vieilles amies célibataires, a-t-elle dit. Pour être honnête, je ne suis pas sûr d'être prêt à fréquenter quelqu'un pour le moment. Non, je voulais juste t'inviter à dîner pour un trio, ai-je dit. Super, a-t-elle dit en souriant. Ça me plaira. Quand elle t'appellera, je ferai semblant d'être surpris. Au revoir, Judy, ai-je dit. Passe une bonne journée. L'appel m'a retardé de 10 minutes supplémentaires, et maintenant je savais que Penny m'avait appelé pour me proposer de déjeuner, juste pour être sûr que j'étais au travail. Peut-être avait-elle appris quelques astuces du métier de son père, mais alors le vieux salaud se faisait souvent prendre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au motel. Il y avait plusieurs voitures sur le parking qui me semblaient familières, mais peu importait. J'ai repéré la Ford Focus de Penny dès que je suis arrivé à l'hôtel. Je savais exactement dans quelle chambre aller. J'ai repéré la femme de ménage et je lui ai donné 50 $ pour ouvrir la porte de la chambre le plus discrètement possible. Elle s'est éloignée et j'ai ouvert la porte. Je n'avais aucun doute sur son identité. Dès que j'ai ouvert la porte, il a essayé de se retourner pour voir ce qui se passait. J'ai instantanément traversé la pièce et l'ai tiré du lit. Je l'ai plaqué contre le sol dur et bon marché. « Denis, que fais-tu » a crié Penny, essayant de me tirer loin de lui. Je me suis levé très calmement et lui ai retiré les mains de dessus moi. « Ne me touche plus jamais », ai-je dit calmement. J'ai appelé ma secrétaire pour lui dire que je ne me sentais pas bien et que je serais absent pour le reste de la journée et probablement le lendemain aussi. Mon deuxième appel a été au 911 pour signaler qu'il y avait eu une agression. Penny était assise sur le lit. À quelques reprises, elle a essayé de me dire quelque chose, mais je lui ai juste répété de se taire. « Denis, quand on rentrera chez nous » a-t-elle finalement commencé. « Nous n'avons pas de maison » ai-je dit. « Je ne vis pas avec une salope. »« Va chez ta mère, Penny. » La police est arrivée et j'ai quitté la pièce pour leur parler. « C'est moi qui ai appelé » ai-je dit. « Tu n'as pas l'air si mal en point » a dit l'un des policiers. « Pas moi, lui » ai-je dit en désignant Rick, toujours inconscient. Ils m'ont menotté et mis dans la voiture juste au moment où l'ambulance arrivait. Dans la voiture de police, je n'ai presque rien dit. Les agents ont essayé de me faire parler de ce qui s'était passé. Bien que j'aurais facilement avoué ce que j'avais fait, j'étais trop déprimé pour en parler. Dès mon arrivée à la gare, j'ai été photographié, pris mes empreintes et retenu sous suspicion d'agression. Jusqu'à ce que les détails de l'affaire soient révélés, ils n'avaient que des soupçons. Même si j'étais prêt à leur dire que c'était moi, ils n'avaient aucune preuve. Dans chaque grande ville du monde, il y a d'innombrables fous prêts à avouer n'importe quel crime, de l'enlèvement de Lindbergh au meurtre de Jack l'Éventreur à Londres. Il y a aussi des ligues de sans-abri prêts à admettre un crime juste pour avoir quelques repas et un lit. C'est particulièrement vrai par mauvais temps, quand certaines personnes sont prêtes à sacrifier leur liberté pour avoir un toit au-dessus de leur tête. On m'a placé dans une grande cellule avec au moins 8 autres personnes. Aucun d'eux ne s'est approché de moi, et j'étais content de m'asseoir sur un banc vide le long du mur arrière. La plupart des gars avaient l'air soit pauvres, soit ivres. J'ai décidé de profiter de ce temps de manière utile. Puisque tout ce que je pouvais faire était réfléchir, il semblait être le moment parfait pour envisager mes prochaines étapes. Il y a une grande différence entre soupçonner que votre conjoint vous trompe et réellement le confronter.
Il y a aussi la question de l'attachement émotionnel. Soyons honnêtes, les gens changent avec le temps. Il y a de nombreux cas où un couple s'est tellement éloigné que l'un d'eux fait quelque chose de radical juste pour mettre les choses en mouvement. Dans de tels cas, le divorce qui s'ensuit peut être un nouveau départ pour les deux. Dans de tels cas, la séparation peut être agréable. Mais il y en a d'autres où un couple s'est disputé et a argumenté tellement au fil des ans qu'ils ne peuvent tout simplement plus se supporter. Ils se battent non pas parce qu'ils s'aiment et veulent rester ensemble, mais parce qu'ils se détestent et veulent rendre la vie de l'autre aussi misérable que possible. Genre, je ne vais pas laisser ce connard divorcer pour qu'il puisse aller coucher avec sa maudite secrétaire et être heureux. Dans mon cas, ce n'était pas du tout ça. J'aimais Penny de tout mon cœur et de toute mon âme. Jusqu'à ce que je rentre dans cette chambre de motel et que je la voie avec Rick, j'avais l'intention de passer le reste de ma vie avec elle. C'est pourquoi c'était si douloureux pour moi. J'avais littéralement l'impression qu'on m'avait arraché une partie de mon âme. Je ne m'en étais pas rendu compte. Nous avions une belle vie. Et je pensais vraiment que nous nous aimions. En tout cas, moi je l'aimais. Et le gars qu'elle a choisi, Rick, était plus âgé que moi, et je suis 6 ans plus âgé que Penny. Rick était vieux. Et il était gros et chauve. Je ne comprenais pas. Si elle voulait un vieux gros, pourquoi diable m'avait-elle épousé? En fait, c'est elle qui m'avait dragué quand nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes rencontrés dans un bar. Nous étions tous les deux là avec des amis. Nous ne nous connaissions pas, et aucun de nos amis ne se connaissait. Elle m'a vu, et pour le reste de la soirée, à chaque fois que je me retournais, elle était là. Elle a même essayé de me sortir une phrase osée. Je me souviens avoir plongé dans ses beaux yeux, et j'étais juste hypnotisé. Et elle a dit, « Eh bien, si tu vas me suivre toute la nuit, autant me dire ton nom. » Alors maintenant, je me retrouve dans un motel bon marché et je la vois avec un voisin âgé et obèse. Je me demandais ce que Tania en penserait. Juste au moment où je commençais à réfléchir à ce que je devais faire, j'entendis quelqu'un appeler mon nom. Don Osmond, le policier trapu a crié. Je me suis approché de lui et j'ai regardé à travers les barreaux alors qu'il commençait à ouvrir la porte. Derrière lui et de chaque côté de lui se tenaient 2 autres policiers, les mains sur les poignets. « Vous allez me tirer dessus, les gars ?» ai-je demandé. « Non, abruti, tu as été libéré sous caution, » a-t-il dit. « Par qui ?» ai-je demandé. Il m'a juste regardé comme si je n'existais pas. « Est-ce important ?» a-t-il demandé. « De quoi suis-je accusé ? Et qui m'a libéré sous caution ? Depuis combien de temps suis-je ici ? Écoute, mon pote, tu poses trop de foutues questions, a-t-il dit. Tu veux sortir ou pas ? Agent, ai-je dit. Je sais que vous traitez avec beaucoup de gens dans beaucoup de situations différentes, et cela influence votre point de vue sur tout le monde. Vous avez entendu tout cela trop de fois pour le répéter. Mais c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est la première fois que je me retrouve en prison pour une raison quelconque. Alors si vous pouviez prendre 1 minute pour répondre à quelques questions pour moi. Ça ne prendra pas beaucoup de votre temps, mais cela fera une grande différence dans ma vie. Les 2 autres policiers se sont tournés vers lui. Bon, vas-y, a-t-il dit. Il est 2 heures de l'après-midi et tu es ici depuis presque 2 heures. J'ai parlé à voix basse pour que seul lui et les autres policiers qui gardaient un œil sur le reste de mes compagnons de cellule puissent m'entendre. J'ai surpris ma femme et mon colocataire ensemble dans une chambre de motel cet après-midi. J'admets que je l'ai mal pris. Je ne veux juste plus jamais les revoir de ma vie. Donc si c'est Penny qui essaie de me libérer avec mon propre argent parce qu'elle n'a pas de travail, je préfère rester ici. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Désolé, mon gars, a-t-il dit. C'est elle. Elle pleurait tout le temps. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Un gros bonhomme et son avocat sont là pour parler au procureur. Je ne pense pas qu'il va porter plainte contre toi. Mais il a l'air louche donc je ne lui ferai pas confiance. De toute façon, ils ne te garderont que quelques jours pour te calmer. Et ensuite, ils te laisseront utiliser le distributeur automatique et te libérer toi-même puisqu'il n'y a pas de dossier sur toi et personne n'est mort. Ils sont partis, me regardant avec une sorte de pitié dans les yeux. Je me suis rassis sur le banc et j'ai remarqué que beaucoup de mes compagnons de cellule me regardaient. Ils se demandaient probablement de quoi diable je parlais avec les flics et pourquoi je ne partais pas. Je savais que Penny essayait de me libérer parce qu'elle se sentait coupable. J'étais honnête avec les flics. Je ne voulais plus avoir affaire à elle. À ce moment-là,
Je me sentais mal car j'avais aidé à convaincre Judy de donner une autre chance à Ed alors que je ne voulais pas le faire pour Penny. Je me demandais si je ressentais la même chose que Judy quand Ed l'avait trompé. Ed l'avait fait maintes et maintes fois, donc Judy l'avait vécu plus d'une fois. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait réussi à surmonter cela. Elle devait être tellement plus forte que moi. C'est la chose la plus étrange. Si vous pensez à une personne assez longtemps, elle finit par apparaître. Juste au moment où je me demandais si Penny dirait à Judy ce qu'elle avait fait, mes flics sont revenus. Et, Osmond, il y a une autre beauté ici pour te voir. Ce n'est pas la première, ça doit être sa sœur. Celle-ci dit s'appeler Judy. Elle est dans la salle d'interrogatoire. Aimerais-tu la voir? Oui, ai-je dit. Il m'a fait passer mes deux mains à travers les barreaux et m'a de nouveau menotté. Puis il a ouvert la porte pendant que les autres tenaient leurs armes prêtes et m'a conduit dehors, refermant la porte derrière lui. Nous avons marché dans le couloir et sommes entrés dans une pièce cloisonnée. Il y avait un énorme panneau de verre pare-balles avec de petits trous à certains endroits à travers lesquels les gens pouvaient parler. Je me suis assis et j'ai regardé Judy à travers le verre. Pendant 1 minute, aucun de nous n'a rien dit. Et, Donnie, dit-elle. Que se passe-t-il? Alors Penny ne t'a pas dit, ai-je demandé. Elle a juste dit que tu avais tabassé ton voisin et que tu étais allé en prison, et que tu ne voulais pas qu'elle te paye la caution parce que tu étais contrarié, a-t-elle dit. Mais je te connais, Donnie, et j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Judy, elle m'a trompé, ai-je dit. Son visage s'est assombri. Pas avec, il est dégoûtant, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, choquée. Mais pourquoi? D'après ce qu'elle m'a dit, tu es constamment. Avant que nous puissions finir de parler, un grand homme en costume bon marché et lunettes a frappé sur le mur. Excusez-moi, dit-il. Êtes-vous don Osmond? J'ai hoché la tête. Pouvez-vous me rejoindre dans la salle de conférence de l'autre côté du couloir quand vous aurez fini ici? Il a pointé mes menottes et les policiers m'ont libéré. Ce n'est pas une menace pour la vie. Il n'a pas de casier judiciaire. Pourquoi est-il menotté? Il est là pour agression, a dit le flic. Bien que j'aurais fait la même chose. En fait, il est là pour racolage, pas pour agression. Donnie, que vas-tu faire? A demandé Judy. Je sais ce que tu ressens, alors ne fais pas de bêtises. Je t'appellerai demain, ai-je dit. Si je sors d'ici aujourd'hui, j'enverrai ta fille rester avec toi. Je suis entré dans la salle de conférence et j'ai vu 3 hommes assis à la table avec Penny. 2 d'entre eux, je ne les reconnaissais pas. Quand je suis entré, Penny s'est levée d'un bond et Rick s'est levé en boitant vers moi. Lâche-moi, ai-je crié. J'ai regardé l'homme assis à la table. Si un de ces connards s'approche de moi, je retourne dans ma cellule. Fin de la partie 1. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir et ne manquez pas la suite de l'histoire. Merci.